autour du thème que vous avez déjà pu découvrir à travers le direct d'hier. Donc un direct très intéressant, très interactif, très riche, très sourcé, très profond, très dense. Donc effectivement, nous avons vraiment apprécié ces échanges et les apports que nos différents intervenants ont pu nous donner. L'approche dite scientifique, dite médicale, l'approche matérialiste derrière l'univers de la vie et de la mort, présentée notamment grâce aux lumières de Thierry qui est donc au quotidien au cœur de cette activité dite médicale. Et puis cette conclusion pragmatique que si cela est une réalité, si la mort et la vie ainsi définies existent pour beaucoup de personnes, elle révèle en tout cas un regard uniquement matérialiste, donc limité, puisqu'au fur et à mesure, lorsque nous comprenons qu'au-delà de la dimension dite matérialiste, au-delà du macroscopique, au-delà du visible, il y a même une réalité, n'est-ce pas, qui est invisible, qui est immatérielle et qui est même l'essence de ce qui peut être observé au niveau matériel visible. On se rend compte que se limiter et de définir même ce que l'on aperçoit, les différents événements que l'on peut observer uniquement dans la sphère matérialiste, c'est se limiter et aussi prendre entre guillemets le risque d'être en dehors même de la réalité. Donc c'est un petit peu ce que nous avons davantage compris à travers l'émission d'hier et donc nous avons été plus loin même dans une approche physique, hein, donc toujours scientifique, puisque nous avons notamment écouté une approche très pragmatique, très sourcée, base d'une expérimentation de plusieurs années à travers donc cette vidéo de Monsieur Guillemont, donc qui nous a permis de constater par lui-même, par son expérience, que le regard matérialiste, biologique est limité, que lui-même, par son expérience, même dans ce que la physique démontre scientifiquement, la réalité est plutôt de l'ordre de la conscience, donc ce qu'il appelait ce qui est non manifesté, et que dans ce sens, la conscience n'est pas déterminée par la dimension matérielle, corporelle, mais lorsque la dimension matérielle, corporelle aurait joué son rôle, la dimension pour lui qui est la réalité, qui est la conscience, demeure. Et c'est là que même au niveau scientifique, cela peut peut-être baisser quelques barrières, quelques interrogations, un peu de scepticisme, un peu d'appréhension pour ceux et celles qui avaient pu entendre cette question, cette affirmation et se dire que non, c'est une affabulation, une hérésie ou c'est purement subjectif. Grâce à ces différentes approches, même scientifiques, n'est-ce pas, cela a permis certainement de baisser les barrières et de se disposer à un élargissement de compréhension. Et c'est là que M. Bimaille a fait son entrée, n'est-ce pas? Il a fait son entrée et nous a permis d'aller au-delà, d'entrer d'ailleurs dans son niveau de compréhension, son niveau de perception, et ce qui l'a amené à, la semaine dernière, faire cette affirmation que la conception de la mort et de la vie, généralement conçue en société, est purement philosophique, donc matérialiste, et que celui qui est dans le réel, avec un regard quantique, spirituel pour lui, il sait que la mort n'existe pas. En tout cas, il a une autre définition de ces phénomènes qui sont observables dans la dimension matérielle et qui, dans le regard matériel, vraiment limitent, font de ces réalités observables des dimensions absolues, irréversibles. Donc, voici un petit peu comment je peux résumer cette expérience, cet échange, cette rencontre multidimensionnelle que nous avons eue hier lors de notre
de notre direct. Et donc, comme vous le savez, encore une petite heure où nous vous donnons sous cette plateforme, dans le forum Regardez-vous sur la société de Facebook, l'opportunité d'encore interagir avec nous, d'encore nous donner des commentaires, vos appréciations, vos témoignages, vos réactions à chaud, votre ressenti par rapport à ce thème et quel a été peut-être l'apport ou peut-être s'il persiste encore du scepticisme ou encore un regard totalement opposé à ce qui a été présenté. Vous avez aussi l'opportunité de l'exprimer et en général, les intervenants présents lors des directs sont aussi présents lors de ces échanges. Nous espérons que Luc Pimaille pourra aussi se connecter. Il se fera un plaisir de pouvoir aussi continuer l'élargissement et l'explication de cette vision. Donc voilà, donc comme d'habitude, on vous laisse le temps de vous connecter au fur et à mesure pour pouvoir bénéficier au maximum de ces échanges. Plus nous sommes nombreux, plus les échanges seront riches, interactifs. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà, bonjour Luc, bonjour Annick, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous savez que vous avez la possibilité d'intervenir par audio. Il suffit de le faire savoir en cliquant, en faisant une demande donc d'intervention par audio en appuyant sur la main levée. Et dès que j'ai l'invitation, je me ferai un plaisir de vous faire intervenir. Si vous, là où vous êtes, ou si vous n'avez pas les moyens logistiques vous permettant d'intervenir par audio, il est donc possible de pouvoir le faire par écrit à la zone de commentaires qui vous permet d'interagir avec nous ainsi. Bonjour à toi, Maryse. Comme vous le savez, nous allons commencer d'ici peut-être 2 petites minutes, un petit tour de table pour pouvoir avoir rapidement les réactions par rapport à l'émission, si vous l'avez vue, quel a été l'effet en vous, quelle est votre réaction et persiste-t-il des interrogations à ce sujet. Voilà, donc encore quelques minutes et on fera le tour de table. Et pour ceux qui peuvent agir audiblement, ce sera possible en me le signalant et ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez le faire dans la partie commentaires. Donc je lis bonjour de la part de Maryse. Maryse qui nous dit qu'elle est très heureuse de pouvoir partager un moment très agréable et remercie pour cette possibilité. Yannick aussi qui nous salue. Bonjour à vous, Maryse et Yannick. Donc, notamment par rapport à vous deux, je suis très, très, très attentive à la partie commentaire parce que je sais que vous êtes très réactive, mais plutôt à l'écrit. Encore 1 minute avant de clairement commencer donc cet échange, ce direct d'échange interactif. Et on laisse les derniers qui voudraient y participer, en tout cas en direct, se connecter. Et puis, on commence ce tour de table. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà un petit peu résumé pour ma part les faits de cet échange très riche que nous avons eu hier pendant le direct. Et donc, la présence de Luc encore aujourd'hui va permettre certainement d'aller encore plus loin. Et s'il y a encore des questionnements ou du scepticisme, un caractère perplexe qui demeure, c'est l'opportunité de l'exprimer et de pouvoir avoir l'opportunité que la lumière soit faite sur tout cela. Voilà, on va commencer dans 10 secondes et puis on va commencer le fameux tour de table. À tout de suite. Voilà, donc nous commençons. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude par un petit tour de table pour pouvoir avoir vos réactions. Donc vous pouvez, si vous voulez intervenir comme d'habitude, me faire signe, m'envoyer la demande d'intervention et à ce moment, je vous donne la parole. Donc Annick et Marie, je sais que vous pas. Donc, Nadia, je ne sais pas si aujourd'hui tu peux intervenir audiblement. On a pu d'ailleurs entendre ton témoignage en fin d'émission par rapport aux différents regards que tu avais pu avoir
sur la notion de la vie et sur la notion de la mort. Tu étais attentive notamment aux différentes analyses qui allaient avoir lieu pendant l'émission. Quelle est ta réaction par rapport à ce que tu as entendu? Voilà. Bonjour à tous, on m'entend bien? Oui, oui. D'accord, ok, super. Ma réaction par rapport à hier, c'est que les intervenants ont pu apporter un petit peu plus d'informations par rapport à ce que j'avais médité. Et Thierry avait pu donner l'exemple sur le point, je veux dire, physiologique. Et Luc a apporté en fait le reste des informations à compléter. Quand j'ai entendu l'émission, si l'amour n'existait pas, j'avais surtout pensé à, comme on dit, j'ai parlé aussi de l'amour physique et tout, mais surtout en me demandant, comme la question était, est-ce que l'amour existe et tout. Donc Luc a bien précisé que, non, je crois que c'est Thierry qui a parlé. Il disait que la vie, c'est l'intelligence, la vie, c'est le créateur. Et en moi-même, je me demandais sur un passage de la Bible qui disait, et je pense que est-ce que c'est une question en fait que je pose, qu'on dit il est passé de la mort à la vie. Donc la question serait, est-ce que ça fait un parallèle à sortir de la société et puis passer à un autre regard en fait qui est du créateur. Donc c'est cette question-là que je voulais poser. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai ajouté. Voilà. Est-ce que ça fait un parallèle à est-ce que l'amour existe, mais qui n'y est que la vie? Voilà. Ok, merci beaucoup Nadège pour ce retour. Effectivement, tu soulignes cette extraordinaire puissance qu'il y a dans les mots, puisque en fait derrière les mots, puisqu'en soi les mots sont des codes de langage, des codes de communication. Et effectivement, ces codes de communication en soi n'ont de valeur que dans l'intention qui en fait usage. Et effectivement, on peut en général utiliser le terme mort donc dans cette vision matérialiste qui a été notamment décrite par Thierry hier, mais c'est vrai que parfois, dans certaines dimensions, lorsque l'intention est plus transcendante, ce même terme mort peut effectivement traduire, amener dans un univers plus complexe de perception. Donc, je suppose que tu seras très attentive à la réponse que Luc pourra donner à cette question. Donc, Luc, j'espère que tu peux te connecter audiblement pour pouvoir répondre à cette question de Nadège. Voilà, bonjour, bonjour à tous. J'espère que nous sommes en ligne. Oui, on t'entend très bien d'ailleurs. Voilà. En rapport avec la question que pose Nadège, qui s'inspire de ce qui est souligné dans la Bible. Ce qui est assez intéressant dans la question, qui au fait en même temps fait ressortir un élément assez, moi je dirais un élément de contradiction assez profond, c'est que celui qu'on présente comme étant parti de la mort pour la vie, on vous le présente par ailleurs dans les mêmes textes, dans le même texte, pardon, on vous le présente comme étant la vie. Comme étant la vie, c'est-à-dire la fonction
de l'être, la fonction du principe, de toute chose. Donc la vie qui n'a pas de fin, pour avoir même un commencement, qui n'a pas de commencement. La vie est. Elle est ce que, pour utiliser les termes qu'on utilise, l'éternité. La vie, elle est. Voilà. La vie, donc, n'est pas concernée par ce qu'on pourrait appeler ici, entre guillemets, selon la conception ou le contenu qu'on donnerait au niveau social de la mort. Elle n'est pas concernée par cela. Donc, on vous dit donc que ce personnage qui est la fonction de la vie, qui est la vie, qui est la projection de la vie, est parti de la mort pour devenir ce qu'il est, en d'autres termes, c'est-à-dire pour devenir la vie, pour être la vie. Et par ailleurs, on vous le présente encore comme étant la vie, vous voyez, comme étant la vie, pour voir en fait toute la contradiction de fond qui est dedans. Voilà. Donc ça c'est très important à faire ressortir. Très important à faire ressortir. Bon, et pourquoi est-ce que les choses peuvent être présentées de la sorte? Nous disions hier que le phénomène qui est identifié ou défini socialement comme la mort, c'est un phénomène, donc l'interprétation, une certaine définition est donnée. Bon, et pour entretenir quoi? Pour entretenir cette conscience de séparation. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a un certain système une certaine mentalité, un certain système de compréhension qui est organisé, qui est structuré, en réalité qui est bien sûr artificiel, même si derrière, il faut reconnaître que l'architecte réel, c'est lui qui a créé ces conditions, qui est la base même à partir de laquelle l'on peut avoir le moyen ou bien l'on peut avoir le pouvoir de jouer un rôle pour organiser un système pareil, c'est le créateur. Bon, et donc ça fait que c'est un système de séparation, comme j'ai dit. Donc, comme il y a là une mentalité ou une manière de comprendre qui doit être entretenue. On a présenté la vie comme étant le mouvement social, comme étant ce mouvement d'énergie au niveau social. On a présenté ça, comme tout le monde le sait. Donc, il faut entretenir cette compréhension. Il faut l'entretenir. En l'entretenant, donc, il faut utiliser des images telles qu'il est parti de la vie pour la mort. Donc, comme si l'environnement social, le mouvement que l'on observe est la vie, et lorsque vous sortez de ce mouvement-là, vous sortez de cet univers-là, vous sortez de cette fréquence-là, donc vous êtes mort, c'est-à-dire vous êtes sorti de la vie. Vous voyez, donc c'est pour entretenir cela. Nous l'avons dit hier. Quand vous voyez dans le livre de Genèse, je pense au chapitre 3, où il est dit que Dieu avait dit à Adam et Ève, il leur avait donné des limites, une interdiction, en disant, le jour que vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Vous voyez? Donc, il y a là une interdiction qui est érigée. Donc, en disant, si vous franchissez cette interdiction, il vous arrive quelque chose de grave. Bon, et par ailleurs, il y a celui qui est présenté en face comme diable qui dit, non, mais il vous ment. Il sait que le jour que vous violerez cette interdiction, vous rentrerez dans une dimension exceptionnelle. Vous deviendrez comme lui, c'est-à-dire vous deviendrez la vie, vous n'aurez plus besoin de lui. Et nous disions hier que la mort, telle qu'elle est conçue socialement, c'est un instrument de limite. Donc, c'est ça qui va orienter, déterminer le comportement des individus quotidiennement, parce qu'il y a cette peur de franchir la ligne rouge, donc de peur qu'il arrive quelque chose. Donc, parce que, en fait, parce que ces individus, on va les construire à considérer la vie
à partir de ce qu'ils voient, ce qu'ils observent, c'est-à-dire la matière. Donc, ils sont totalement séparés de la réalité, séparés de la vie par définition, c'est-à-dire l'intelligence, parce qu'ils ne viennent pas de l'intelligence. Et donc, pour soutenir donc ce que j'appellerais ici ce bouclier mental, il faut utiliser les images telles que il est parti de la vie. Donc, la vie, on va la définir encore une fois comme l'environnement social. Vous voyez, pour la mort. Donc, et ça va renforcer davantage dans les individus la peur que si je pose un acte, en fait, ça va renforcer davantage cette culture de la séparation. Ça va renforcer encore, en ceux qui comprennent des choses de cette manière, ça va renforcer en eux l'idée que la vie, c'est tel qu'on la leur a présenté. Donc, ça renvoie à l'environnement dans lequel ils sont. Donc, si j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué, et par rapport à la question que j'ai posée, le fait de mettre, par exemple, tu as donné l'exemple de la Genèse, c'est si tu sors de la société, tu meurs en fait. Si j'ai bien compris que c'est ça. Oui, bien entendu. Bien entendu, c'est-à-dire que la vie, pour quelqu'un qui est la représentation de cette conscience sociale, cette conscience artificielle, en fait, la vie n'est pas en dehors de cet environnement qui est la base même de sa conscience d'être, Donc, de telle manière que très souvent, quand on parle même de la vie éternelle, c'est que c'est la conscience à partir de laquelle l'individu s'est défini. L'individu ressent être. Il a l'impression d'être, il a l'illusion d'être. Donc, la vie éternelle va être conçue comme si ce qu'il pense être doit être éternellement. Vous voyez, doit être éternellement. Or, sa conscience d'être va venir simplement des signaux émis par cet environnement social, dont la vie ne sera pas en dehors de cela. D'accord. Merci, Luc, pour ton explication. Donc, je vais un petit peu bien mettre les choses en profondeur. Donc, la vie ne se sont pas concernés par la mort parce que c'est la vie, en fait. Donc, quand on dit que celui qu'on a présenté comme le Christ, c'est le Messie, puisque finalement, on dit que la vie est venue, la lumière est venue sur Terre à travers un homme, il ne peut pas être après présenté comme quelqu'un qui est mort et qui est passé à la vie après, quoi. Donc, effectivement, il y a une incohérence sur ça. Donc, voilà. Merci, Luc. Merci Luc, merci Nadiège pour cette question très intéressante. Nous sommes rejoints par Olivier. Donc Olivier, bonjour. Donc comme tu sais au départ, nous faisons ce petit tour de salon pour un petit peu récupérer vos réactions par rapport au thème et puis éventuellement témoignages ou questions peut-être qui persisteraient. À l'instant, Nadiège nous a présenté sa réaction et puis a pris l'opportunité pour pouvoir aussi poser une question pour affiner sa perception. Donc maintenant, nous te laissons la parole. Oui, bonjour à tout le monde. C'est vrai que j'ai pris l'échange en retard. Je m'en excuse d'ailleurs. Mais je voudrais rebondir un petit peu sur la question de Nadiège et sur les commentaires du doyen. Pour rendre un témoignage justement par rapport à cette notion de vie et cette notion de mort, mais sur le plan social, parce que justement j'ai quelqu'un de proche de moi qui a la maladie d'Alzheimer. Et c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est une dégénérescence neuronale, c'est-à-dire que il n'y a pas d'échange électrique entre les neurones ou entre les antennes qui sont dans le cerveau et le cerveau renvoyant à une compréhension, à une parabole, à une grosse antenne. Et en fait, ce que je constate, c'est que quand justement cette défaillance électrique n'existe plus ou se dégrade, le monde dans lequel, donc le monde social, donc cette compréhension même que cette personne représentait est défaillante. Parce que quand je vois justement la différence entre la personnalité que je côtoyais il y a quelques années de ça et cette personnalité que je vois aujourd'hui, il y a une différence. On dirait qu'il y a, bon, c'est pas on dirait, il y a une disharmonie c'est-à-dire entre le décodage des signaux que la société
elle émet, et cette personne, en fait, elle ne reçoit pas, elle ne décode pas comme elle décodait avant. Donc, on pourrait dire justement que elle meurt, en quelque sorte. Quand on ne reçoit plus les signaux qui nous met en mouvement, qui ne nous permet pas de nous identifier socialement, on est dans une mort sociale. C'est cette expérience-là que je voulais partager avec vous. Merci Olivier, très très intéressant effectivement. Hein. C'est pour ça qu'il y avait même ce point qui avait été soulevé hier aussi par rapport un petit peu à cette notion un petit peu élargie de la dimension de mort. Si la vie, c'est être capable d'interagir dans cet environnement social, s'y épanouir, y jouer une fonction, être en interaction avec, effectivement, même lorsque l'individu se sent de façon consciente ou inconsciente, incapable d'entretenir ces interactions avec ce champ qu'il appelle la vie, ben cela peut être assimilé dans cette conception à une espèce de mort, puisque en fait il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de possibilité d'entrer de s'harmoniser avec son environnement. Donc, peut-être même les personnes qui ont ce regard extérieur aussi, matérialiste, mais en voyant la personne, peuvent dire, mais en fait, c'est presque comme si la personne est morte. Des fois, ces personnes-là attendent même, peut-être que la personne entre guillemets, se désagrège. Ils voient plus ça comme une libération, puisque ne pas pouvoir être en interaction, ne pas être autre chose que ce champ social, mais en fait, c'est déjà, entre guillemets, la mort. Et ça me rappelle d'ailleurs une conversation qu'on a eue avec une personne, je crois qu'elle a fêté ses 90 ans, 90 ans quasiment cette année. Et cette personne, qui se disait qu'elle ne veut pas se retrouver dans les EHPAD, elle ne veut pas se retrouver, entre guillemets, si un jour elle se retrouve effectivement dans une situation où il y a cette fameuse dégénérescence et qu'elle ne sait même plus qui elle est, qu'elle peut pas rentrer en interaction avec son environnement, mais elle voit pas l'utilité, en fait, d'être, quoi. Si elle pouvait, on pouvait lui permettre elle-même de pouvoir, entre guillemets, mourir, pour elle, ce serait vraiment favorable. Donc, tout cela derrière, ça montre cette conscience que matérialiste, donc cette conscience que la vie, entre guillemets, c'est la capacité de pouvoir jouer une fonction dans le champ social. Maintenant, effectivement, si l'individu ainsi ne peut pas jouir en soi ni son environnement d'une interaction, il y a une dimension supérieure qui voit souvent ces personnes-là encore utiles. Voici pourquoi elle continue à jouer un rôle, puisqu'on sait que, ne serait-ce qu'au niveau des EHPAD, au niveau de la pharmacopée, au niveau de tout le commerce, le marché qu'il y a autour de ces États, eh bien, cet individu, d'une certaine façon, continue à jouer un rôle pour la pérennisation du champ social. Par contre, je vais rebondir pendant que j'y pense par rapport à la question qu'a posée Nadège, par rapport à la notion de mort, passer de la mort à la vie. On a eu l'opportunité déjà d'utiliser aussi le code de la mort pour non pas parler d'un état, entre guillemets, de décomposition de corps, mais plutôt d'ignorance. Est-ce qu'à ce moment-là, passer de la mort à la vie, ce serait passer cette capacité de pouvoir finalement être recréé dans un autre état de conscience, Luc? Ça serait assez, je dirais, imprécis pour moi de prendre les choses sous cet angle-là. Bon, ça veut dire, par exemple, que nous avons un environnement dit social qui est un champ d'énergie. Donc, si nous allons au-delà des formes qui sont observables, nous rentrons dans un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie, bien sûr confiné, va être observé de manière multiforme.
comme par exemple ce qu'on va appeler les humains, mais aussi à travers d'autres formes, comme des maisons et le reste.